C'est là, Pascal, que vous écrivez votre journal tous les jours. Ouais, Et là, c'est on sent bien qu'on est juste derrière vous, les 3 photos. Ouais, Stéphane, Stéphane, Stéphane. Elles sont magnifiques. Si on peut les voir, elles sont magnifiques. Ça, c'était Agadir. Sur la plage, il sortait de l'eau. Quand vous êtes assis là, Pascal, qu'il est derrière vous, Ouais. c'est pas une image de télévision. On a l'impression, là, comme ça, là, il veille sur vous. Il est là, au-dessus de mon épaule. Parce que de Mais toute plus façon, que ça, quoi. Ouais. Il y a une telle présence, en plus, de lui. Il est partout. Il vous arrive de le regarder à la télévision, vous écrivez ça dans le livre. Ah, j'ai pas pu. Alors là, il a fallu 5 ans. Maintenant, oui. Je vais continuer à croire au meilleur de notre histoire, en solo à Paris sous la pluie. Comment vous expliquez qu'il n'ait pas eu une aussi grande carrière que Oh, bah, ça? parce Parce que c'est même il a eu une carrière marginale, on va Non, dire. mais attends. Mais Marco. Il est mort à 35 ans, il est tombé malade à 25. Attends, ça commençait, il était magnifique sur scène, ceux qui l'ont vu, et dansait, il chantait, jouait la comédie, crève l'écran. Mais enfin, à 25 ans, vous apprenez ça, et voilà. Les filles, ne bougez pas, aujourd'hui c'est un grand jour, Pascal Sevran vous chante « Et l'amour ». Est-ce que vous vous souvenez, Pascal, le jour où il vous a appris sa maladie? Oh là là. Oh là là. Là, ça serait un truc très très long, parce que ça commence pas comme ça. Ça commence par boulevard de la Tour Maubourg, avant d'aller chanter en banlieue avec des amis chanteurs dans la voiture, et descendant de chez le médecin, et vous annonçant ça, qui n'a pas de sens, parce que là, à ce moment-là, c'est mars 88, et c'est... La vie s'arrête. Il avait une... Enfin, ça a été... Mais lui a été extraordinaire. Il a chanté le soir même. Et puis il n'y a rien eu après, pendant 5-6 ans. Parce qu'on sait que tout ça... C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Il a siffloté, il est descendu, toujours ce petit air comme ça, un peu... Et vous avez dit quoi, là, Pascal? Cherche... on était dans la voiture, on attendait, il est remonté, je crois que c'est moi qui conduisais, c'est mis à côté de moi. Je dis alors, j'en menais pas large. Hein. Et il m'a dit, c'est pas terrible. Mais on en parlera ce soir. Quelque chose comme ça. Bon, on va manger, on va chanter. Enfin, 10e de son courage hein, et de sa dignité. Quand vous avez appris que Stéphane était malade, ça veut dire aussi que votre relation, à tous les deux, sexuelle, elle a été mise en danger. Il fallait qu'elle soit protégée, vous partiez dans une autre relation ensemble. Oui, je pensais pas que vous m'interrogeriez sur... oui, ça change toute la vie, mais je veux bien... Ça change toute la vie. Mais je veux bien vous répondre. Ça change toute la vie. Ça change toute la vie, mais ça change pas l'amour. Les rapports avec Stéphane étaient si forts, mais si forts, que, voilà, les circonstances, le destin s'en mêlant, et ben voilà, on s'arrangeait comme ça. Mais si vous saviez comme on avait la tête ailleurs, l'obsession continuelle était de regarder s'il avait perdu 1 gramme. C'était ça qui m'intéressait, ou qu'il avait gagné, qui sautait, qu'il était en forme. Je regardais que ça. Sur la maladie, Pascal, oui. Vous vous êtes dit, mais comment il a attrapé ça? Oh là là. D'abord, je ne lui ai pas demandé, mais pas du tout. C'est simplement quand nous avions le sentiment, lui et moi, et les médecins avec, qui étaient, disons pas guéris, mais disons, peut-être, en tout cas, à 2 doigts il était ressuscité. 96. Ici, tous les deux, on a parlé. Je dis, mais alors... Et voilà, il m'a expliqué que c'était un jeune homme, un soir tard dans le bar, qui
que j'avais à Montmartre, un petit bar, voilà. Mais Et vous étiez un couple libre? Oh, oui, Oui. ça a duré, oui, mais... Peu importe. Hein. Oh oui, mais d'abord, c'était dans les années de folie. J'avais une émission de télévision quotidienne, puis les soirs, c'était un truc comme ça. Et Donc déjà, aujourd'hui, les jeunes gens vous courent après, mais alors à l'époque, c'était ça que vous êtes en train de dire. Non, ça marchait pas tellement bien. Ça marchait pas tellement bien. Mais cela dit... Et après, quand les sentiments ne sont pas en danger, ce qui n'est pas possible, c'est les doubles vies. C'est de dire je t'aime à deux personnes. Ça, c'est pas possible. Ça me paraît absolument impossible de dire je t'aime à deux personnes en même temps. Maintenant, le sexe, c'est tellement drôle. Ça veut dire quelque chose, faire son deuil? Non, j'aime pas l'expression. Faire son deuil a dans mon idée une question de se résoudre, de dire bon ben non, je ne me résous pas. Je suis bien obligé de me résoudre. Donc voilà. Mais évidemment, il faut s'arranger avec les absences de nos vies. Vous avez écrit aussi pour remplir le vide, Pascal. Oui, mais plus rien. Je n'ai plus rien que ça. C'est-à-dire écrire son nom des milliers de fois sur une page. Écrire pour ne pas mourir, vous écrivez aujourd'hui. Oui, il y a de ça. Oui, bien sûr, je chante, je cours, je vais partout, je vais à la télévision. Je suis très content de me montrer. Oui, mais après quoi? Après quoi, il reste quoi? Il reste Morterolle, une maison bâtie au fur et à mesure des années de vie avec Stéphane. Mais c'est un peu comme la madrague de chez Brigitte Bardot. Oui. Il y a quand même des touristes qui viennent vous voir et qui viennent se dire tiens, c'est là chez Pascal Sevran. Oui, mais c'est très gentil, oui, ils font le tour. Il reste des chevaux qui depuis ont perdu leur cavalier. Tu dis bonjour à Marco. Il reste une belle propriété que Pascal Sevran, seigneur désormais solitaire sur ses terres, tient encore à embellir. On va aller voir le petit bois que je viens d'acheter. Et il reste le silence, loin de l'agitation parisienne. On est seul au monde là, Pascal. À 360 degrés, personne. Ouais, mais c'est ce qui me permet de supporter quand il y a beaucoup de monde autour de moi et qu'il y a beaucoup de foule sur les plateaux de télévision. Vous aimez ça aussi? J'adore ça, je l'ai écrit partout. Oui, mais d'accord, mais... J'adore être sur les plateaux de télévision avec plein de monde et des foules qui m'applaudissent. Je ne me lasse pas des foules qui m'applaudissent. Et ici, qui vous applaudit? Eh ben, les ânes? Ici, voilà mes ânes, mes jardiniers. Les jardiniers. Ça va, Gilles? Bonjour. Mais il y a combien de temps qu'on l'a taillée, celle-là? Putain, ça va vite. Bon, allez, agite-toi le pompon. On s'agite le pompon. On s'agite le pompon. On s'agite le pompon, hein. Il y a des matins où vous n'avez pas du tout envie de la mettre en route, cette énergie? Tous les matins, je suis foutu. C'est-à-dire? Il me faut une heure et demie avant de reprendre goût à l'action, à la vie, à reprendre mes forces mentales et physiques. Voilà. Il y a des matins où vous dites à quoi bon, j'en ai plus envie de tout ça? Tous les matins. Quasiment tous les matins. Mais vous dites quoi concrètement? Je me dis pourquoi tout ça? Et puis, ça passe évidemment. Ça passe dans les 2 heures, le plus souvent. Dans l'heure et demie. Après, la vie me reprend. Comme je suis un type incapable de tiédeur. Donc alors, je vais trouver tout de suite un sujet d'importement, d'émotion, de joie ou de colère qui tient, qui fait aussi un homme. Un homme passionné qui couche sur le papier des colères, des emportements et des commentaires sans langue de bois, toujours à contre-courant, qui ne voit pas pourquoi on s'offusque des récentes déclarations choc de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il est un très bon ministre de l'Intérieur et que je crois que quand on s'adresse à la rue et que la rue vous interpelle avec violence, il faut répondre à la rue sur le même ton. D'ailleurs, ministre de l'Intérieur, c'est pas être géo au Club Méditerranée. En 2007, vous savez pour qui vous allez voter? J'ai toujours voté à gauche. Vous allez voter pour Ségolène Royal? Je ne le crois pas. À vous lire, c'est clair que non. Non, je ne Elle le vous fait crois. peur, hein? Oui, elle est un peu inquiétante. Faut toujours se méfier des très belles femmes un peu qui ont l'air douces, comme ça. On va redescendre sur la cascade, on va remonter par le chemin d'Alida. Le chemin d'Alida? Oui. Et là, on est dans l'allée François Mitterrand. Ouais. Mais c'est quoi la relation que tu avais avec François Mitterrand? C'était quoi? Tu dirais quoi? Amicale? Ah ben on parle, surtout, j'ai souvent dit, été inscrit dans le cadre de la famille. Il est arrivé de me retrouver avec lui, seul d'assez longs moments, où en voiture haute à parler, je sais pas, de la vie, de la télévision, de la chanson, de la politique. Je l'écoutais beaucoup tout de même, quand on a cette chance d'entendre un homme de cette qualité. Dans le livre de Christophe Barbier, là, sur Mitterrand, il raconte qu'à la mort, je crois, de François Mitterrand, il a jamais vu quelqu'un autant pleurer que toi.
Ah, j'ai été saisi, oui, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Pas très longtemps, mais pendant plus d'une heure, j'ai pas pu m'arrêter, oui. Je l'ai beaucoup admiré, je l'ai beaucoup respecté. Et puis, quand on est un jeune homme et qu'on est inspiré par un homme de cette dimension, au-delà de tout, quoi. Ouais, ah oui, j'ai beaucoup pleuré, oui. Ouais, voilà. On rentre? Ouais. Albert, concentre-toi! Ma lumière! Affreux. Affreux, la lumière. Ça me plaît pas comme lumière. Je suis tassé, en plus, non, ça va pas. Regarde, je suis pas bronzé, j'ai pas bonne mine. Ça, c'est de la lumière. Tu vois, même quand on me sert en gros plan, voilà. Et mes yeux sont bien bleus et tout. Notez toutes ces indications. Regarde, on dirait Robert Redford. L'image, aujourd'hui, vous avez écrit des très belles lignes dans le livre sur... vous avez du mal à voir votre image se dégrader, la chirurgie esthétique, on vous en parle, vous dites pourquoi pas, mais pas vraiment. Quand tous les matins vous vous levez et que vous voyez dans la glace, vous dites quoi? Est-ce que vous, par exemple, tous les matins, vous vous émerveillez de vous voir dans la glace? Non, mais Bon, d'accord. Alors, d'accord. Mais Vous ne vous émerveillez pas. Je ne peux plus me regarder dans une glace. Les coups de griffe sur mes joues sont devenus des balafres que la meilleure maquilleuse ne saura pas effacer. Et après, j'ai pas mis... Le bistouri d'un chirurgien à la mode, Et on me après, propose des vous adresses. savez- Non, malgré les encouragements de mon neveu, je n'irai pas. Je n'aurai pas ce courage. Me planquer, voilà tout. La tentation me reprend chaque matin de manière obsédante. Je ne m'apaise un peu qu'en fin de soirée, un peu. Voilà. Et ben voilà. Voilà quoi. Quand on lit ça jusqu'au bout, eh ben, je n'ai rien à retirer. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais dire. Il faut détailler un petit peu. Marco, Vous écrivez pire, vous dites je ne peux laissez-moi plus me finir. regarder dans Laissez-moi une finir. glace. Certains matins, il m'arrive de trouver que ça n'est pas terrible et dire que voilà. Et certains soirs, ça s'arrange un peu. Et dans le regard de quelqu'un d'autre, de quelqu'une ou de quelqu'un qui a l'air de vous trouver beau et de vous aimer, alors ça s'arrange un peu. Mais je ne suis dupe de rien. Voilà. Je n'ai peur de rien. Sinon de la maladie et de la souffrance pour moi et pour ceux que j'aime. Voilà. Mais seulement je dis la vérité. Je suis un homme libre, un homme en vérité. À quel intérêt cette littérature si c'est pas pour dire ce qui me fait vibrer et j'allais dire gueuler, bander. Voilà. Il y a certains matins où ça n'est pas terrible et il y a certains soirs où je me trouve magnifique. Pascal Sevran, un homme de liberté, un écrivain dont la plume a toutes les audaces. Dans son journal, il livre aussi son intimité, tantôt douloureuse, tantôt plus légère, quitte à choquer parfois. Mais à vous lire, Oui. là aussi, peut-être que vous sublimez la réalité. Je vous charrie quand je dis que vous êtes un sexe symbole, mais ils tombent comme des mouches. Non, c'est pas... On a l'impression que... Oui, mais il faut voir aussi qu'il y a l'âge du père qui compte beaucoup. Et ça joue beaucoup. Donc Et aujourd'hui, puis- vous avez des jeunes gens qui tombent amoureux de vous parce que vous êtes la figure paternelle. Oh, il peut y avoir de ça, oui. Oui. Il y a sûrement de ça. Il faut bien qu'à chaque âge ait ses avantages. Vous racontez le sexe dans le livre, Oui. vous racontez même le sexe tarifé dans le livre. Vous racontez très bien que il vous arrive, comme Frédéric Mitterrand l'a raconté dans son livre qui a été un succès aussi, de se payer Alors. une partie de jambes en l'air. Ah si, vous l'écrivez ça. C'est pas l'éloge de cela, mais je dis que plutôt que de s'emmerder à n'en plus finir à discuter avec des imbéciles, il y a des gens... il faut avoir... Je trouve que... Pardon, peut-être je me répète, cette dramatisation du sexe m'ennuie beaucoup. On dramatise. L'amour est dramatique. Le sexe n'est jamais dramatique. Il vous arrive Et souvent donc, je dis qu'en effet, c'est très amusant que quelques boxeurs brésiliens qui en donnent 100 €, tout ça. Et je l'écris, Marco, vous venez de sourire, avec humour. Il vous arrive souvent C'est-à-dire, de- ça m'arrive pas tous les matins, parce que C'est j'ai juste- ce qu'il faut pour l'instant. Alors Pascal, après l'amour tarifé, il y a aussi quasiment l'éloge du tourisme sexuel dans votre livre. On sent que vous aimez bien provoquer. Vous écrivez notamment « Si le tourisme n'était pas sexuel, on se demande bien ce que nous irions faire dans ces contrées impossibles pleines de moustiques. » Assez d'hypocrisie. J'aime bien votre façon amusante de lire les choses. Non, mais c'est vrai, vous l'écrivez aussi pour provoquer. Oui, mais dites-moi, le journal d'André Gide, mais alors il faut immédiatement l'interdire à la vente, parce qu'il y a des passages très chauds. Ça ne fait pas moins que c'est un très grand écrivain. Où il Alors, parle de sa relation avec des jeunes garçons. Et on a Non. l'impression que vous êtes presque nostalgique de cette période. non, c'est amusant. Non, je suis nostalgique. Nostalgique, j'aime pas le mot d'ailleurs, parce que je suis pas nostalgique. Je suis simplement, oui, il est très regrettable que
Alors qu'on parle sans arrêt de la modernité, de l'évolution des mœurs, de la liberté, on n'entend que ce mot-là partout. À fur et à mesure, la liberté d'expression se rétrécit terriblement. Il est évident qu'un écrivain français aujourd'hui écrirait aussi précisément dans un journal ou dans un de ses livres ce qu'écrivait Gide, mais il est en prison. Mais on peut pas regretter que l'époque aujourd'hui soit plus frileuse. On peut pas regretter que l'époque ait évolué dans ce sens-là. Non, mais bien entendu, ne me faites pas ce que je ne veux pas dire. Je dis simplement qu'on est dans l'hypocrisie la plus folle et qu'il y a des gens contre lesquels on ne peut rien dire. Dans le livre, à un moment donné, vous parlez de votre mort à vous et de la tombe. Et Oui. vous écrivez que sur votre tombe, vous ne voulez pas qu'il soit écrit Pascal Sevran, vous voulez reprendre votre prénom, votre vrai. Oui. Parce que Pascal, finalement, c'était une erreur, un nom de fille. Ah oui, ça, je suis très fâché après moi. Mais ça, c'est les conneries qu'on fait à 17 ans. Avoir été prendre un nom qui va pour les filles ou pour les garçons, je ne m'en Mais là, et ça, je suis très, très fâché après moi. Comment elle vous appelle, votre mère, aujourd'hui? Jean-Claude, Elle vous appelle Jean-Claude. ma mère. Elle ne vous a jamais appelé Pascal. Mais vous plaisantez. Comment il vous appelait, Stéphane? Jean-Claude, et Pascal en public, quand on s'appelait comme ça, parce qu'il m'a connu avant Jean-Claude. Mais il m'appelait Jean-Claude dans l'intimité. Mais mes parents, mais vous plaisantez. Sur votre tombe, vous voulez qu'il soit écrit quoi, à part Jean-Claude? Mon nom, Jean-Claude Jouot, et en dessous, on peut mettre PS. Rien d'autre? Puis, non, ça n'a aucune importance. Si, ça a de l'importance. Qui est mon nom. Voilà, mon vrai nom. Et là, si je vous demande, vous voudriez qu'on... La question bateau, finalement, mais qu'on dise quoi de vous quand vous serez plus là? Il était gentil. C'est pas tout à fait vrai, ça. Ah bah oui. Juste ça, il était gentil. C'est bien la preuve que vous ne m'avez pas compris, mais vous prétendez me connaître. Vous n'êtes pas que gentil. C'est aussi parce que de C'est temps ma en temps, il principale vous arrive... C'est ma seule vraie qualité, c'est ça. La gentillesse, c'est comme ça que vous vous caractérisez, la Ma seule gentillesse. qualité, demandez à mes amis. Oui, avec vos amis, oui. La gentillesse ne veut pas dire la mièvrerie ou la niaiserie. Mais vous voulez que je sois gentil avec les cons? C'est pas mon genre. Il y a beaucoup de cons, hein. Beaucoup. Et vous dites que l'optimisme est l'opium des cons. Oui. Vous reprenez une phrase Kundera, de oui. Kundera. C'est pas mal. L'optimisme. Ouais, c'est pas mal. Kundera, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de Ben, cons, vous vous alors. arrangerez avec Kundera, vous lui Il y demanderez. a beaucoup de cons. Ben oui, je pense comme Kundera. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de cons? Je pense comme Kundera. Il y en a beaucoup. Il nous reste le temps de vivre heureux encore 1000 ans. Il nous reste le temps d'y croire vraiment. Quand vous étiez gamin, Pascal, vous espériez quelle vie? Vous espériez quoi? La mienne. La vôtre? Ouais. Chanter? Moi, la mort de Stéphane. Moi, la la mort mienne. de Stéphane. Oui. Ma vie, moi, la mort de Stéphane, oui. Exactement, ma vie. Voilà ce dont je rêvais quand j'étais petit garçon. Ça, ma vie. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais formuler la question, mais puisqu'il y a eu la mort de Stéphane, est-ce que vous auriez été prêt à sacrifier vos rêves pour que Stéphane soit toujours là? Marco, vous me posez Pascal. cette question. Oui. Mais que pensez-vous que je puisse me répondre? On se voit quand même pas mal dans la vie. Oui, mais les Vous caméras m'avez ne sont pas toujours Mais là quand enfin, on se voit. La réponse, je suis même accablé de répondre à votre question. Évidemment que je donnerai tout. C'est incroyable. Je donnerai tout pour qu'il revienne. Enfin, quelle question? C'est pas raisonnable de poser des questions comme ça. Enfin, c'est une évidence. C'est vrai, c'est sans doute, en effet, que vous avez une idée terrifiante de moi. C'est effrayant, effrayant, effrayant d'oser me poser une question pareille. Après les milliers de pages et les mots que j'ai dits, m'exposant sans grand mérite, parce que le courage, c'est de mourir, c'est pas de... Je ne risquais pas grand-chose. Incroyable. Quand vous passez... Oui, je donnerais ma peau pour qu'il revive, oui. Si ça vous étonne,